Bonjour à tous et bienvenue dans IDEA en aparté, le podcast qui donne la parole aux designers et aux architectes. Parce que nous pensons qu'ils ont un rôle à jouer dans les défis contemporains, nous leur ouvrons notre micro, hors promo et sans limite de temps. En cette période de crise, leurs idées, leur vision du monde sont plus précieuses que jamais. Aujourd'hui, nous recevons Martine Bedin, designer, architecte, enseignante, mais aussi artiste et créatrice d'objets presque uniques. Elle a fait partie du groupe Memphis qui, autour d'Ettore Sottsass, au début des années 80, a fondé une idée radicale du design. Mais pour commencer, elle nous raconte, depuis son studio parisien, comment elle a vécu cette année 2020. J'étais pour le premier confinement partie en Corse, chez moi, où je suis aussi assez engagée politiquement. C'est très nouveau pour moi, mais je me dis que ça peut être utile. Et donc j'étais là-bas pour les élections du 15 mars. J'y suis restée jusqu'au début septembre. Donc je ne peux pas me plaindre d'un confinement. En revanche, j'enseigne à l'école Camondo et j'ai initié le deuxième semestre pratiquement là-bas avec des étudiants de 5e année que j'ai amenés jusqu'au diplôme. Et ça a été une expérience vraiment, vraiment très, très importante, je pense. Et d'ailleurs, ces derniers mois et ces dernières semaines, je continuais. Cette fois, avec mes étudiants du premier semestre, qui sont 70, et à qui j'enseigne le dessin et les arts plastiques. Expression plastique. Donc, vous pouvez imaginer que par Zoom, ça fait bizarre, quoi. Voilà. Donc, c'est... comme je vous l'ai écrit, en fait, j'ai l'impression que ce qui m'intéresse le plus, c'est réfléchir. Et c'est pour ça que je suis très, très lente. Je fais peu de choses. Alors, bien sûr, je travaille. Là, j'ai un peu caché parce que je suis pas tout à fait contente de ce que je fais, mais j'ai beaucoup travaillé aussi. Et j'ai un travail de designer qui est un travail, en fait, d'artiste en design, puisque les collections que je fais sont des pièces uniques, etc. Donc tout ça, c'est ce que j'ai fait à la fin de l'année, enfin pratiquement depuis le début de l'année 2019, février jusqu'à maintenant. Ce que m'a laissé ce temps-là, c'est la possibilité d'être extrêmement concentrée. Donc moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'aime travailler seule, donc être seule, c'était pas nouveau. J'aime travailler avec les étudiants. Je pense que prof, c'est certainement la profession que je fais le mieux. Et je la fais depuis 40 ans. Donc j'ai commencé à la fois Memphis et à la fois être prof. Je me suis diplômée bien après. Et donc là, amener des étudiants vers leurs projets en tête-à-tête, quotidien, c'était absolument incroyable. Parce que ça... je sais pas, j'ai trouvé ça très très beau, très très difficile pour eux, sûrement plus que pour moi. Mais les jurys qui sont venus à Camondo en juin et l'ensemble des personnes présentes sur Zoom, enfin donc absentes, ont tous dit que c'était un diplôme, ça valait pour tout le monde, qui était incroyable parce que c'était pour une fois un diplôme qui était libre de penser. Et totalement désinhibé du reste du monde, puisque le reste du monde, il était arrêté. Donc, c'est ça qui était super intéressant. Après, je vais juste rajouter quelque chose, parce que ça continue, cette question, justement, qu'est-ce que vous avez pensé de cette année-là, et qu'est-ce que ça va donner pour après. Moi, je continue à répéter que le présent, c'est tout ce qu'on a. Donc, j'en ai rien à cirer du monde d'après. Ça m'intéresse pas de réfléchir au monde d'après, parce que je pense que le monde d'après, il va venir après le présent qu'on est en train de faire aujourd'hui. Et c'est ce que je répète à mes étudiants. Je leur dis, trouvez le moment où vous travaillez, c'est du matin jusqu'au soir. Après, on verra, mais c'est maintenant. Voilà, maintenant, c'est tout ce qu'on a. Est-ce que cette intimité, finalement, que vous avez eue avec vos étudiants, en les ayant face à face, etc., est-ce que ce sont des expériences que vous pensez renouveler dans un cursus où le télétravail ne sera pas obligatoire ? Alors, je suis rentrée en intimité avec mes étudiants et je suis rentrée en intimité avec moi-même. Alors ça, franchement, j'ai pas envie que ça s'arrête. Je trouve ça très, très bien.
Et je crois, oui, je vais continuer. Bon, maintenant, moi, je suis quand même à l'âge où on va finir par me demander de m'arrêter d'enseigner. Et ce sera dommage. Mais je ne sais pas pourquoi, mais la distance, que moi je continue à appeler abstentiel au lieu de distanciel, la distance a rendu les choses extrêmement présentes. En ce qui concernait le travail, les questions qu'on se posait, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et donc, évidemment, c'est une manière de travailler qui est, à mon sens, tellement riche, parce qu'on prend du temps, qu'il ne faut surtout pas l'arrêter, hein, si on peut, bien sûr, si on peut. Et par rapport à Camondo Méditerranée qui est en train d'ouvrir, vous êtes aussi impliqué dans un programme plus lié à la Méditerranée, comme vous parliez de la Corse aussi? Non, parce qu'au fond, pour aller de Bastia à Toulon, il faut 6 heures de bateau, et pour aller de Bastia à Paris, il faut 1 heure d'avion, donc je préfère rester à Paris qu'aller à Toulon. Puis j'aime pas trop les navires de guerre, l'ambiance générale, ça, c'est pas mon truc. Est-ce que vous étiez habitué à voyager? C'est quelque chose qui vous a gêné cette année, le fait de ne plus pouvoir voyager? J'ai énormément voyagé toute ma vie, beaucoup, quelquefois au pied levé. J'ai aimé et j'aime beaucoup voyager seule. Et depuis quelques années, je voyage moins, ou en tout cas, je voyage un peu à la méthode d'Emmanuel Ocar, qui disait, au fond, il y a un voyageur qui se pose dans un endroit et qui reste statique. Et moi, j'aime bien faire ça. J'arrive quelque part et je ne bouge plus de cet endroit-là. Et puis, au bout d'un moment, tout le monde a l'impression que je vais rester, qu'on se connaît depuis longtemps. Puis après, je repars. Mais voilà. Donc, depuis quelques années, je voyage moins. J'ai beaucoup moins envie aussi de voyager qu'avant. D'abord, je trouve quand même que c'est très dur de voyager. Il faut être totalement inconscient pour continuer à regarder la beauté du monde et pas voir les choses dramatiques qui sont derrière. Et puis voilà. Donc cette année, ça ne vous a pas plus perturbé que ça de ne pas pouvoir voyager, en fait? Non, enfin, voyager, on voyage tout le temps. Vous êtes en train de dire de ne pas avoir pu me déplacer. Hein, mais moi, je ne crois pas que se déplacer, ça soit voyager. Vraiment. Voyager, c'est réfléchir, c'est se mettre dans un état de réflexion qui nous permet d'être ailleurs. Mais ça, on peut le faire assis dans son fauteuil toute la journée. On ne le fait pas parce qu'on grossit. Mais sinon, oui, voyager, c'est plutôt... Aujourd'hui, si je devais changer de métier, j'aimerais bien être archéologue, c'est-à-dire faire ce genre de voyage-là. Essayer d'aller comprendre ce que je n'ai pas encore compris vraiment. Encore une fois, comprendre ce présent beaucoup plus par tout ce qu'on a laissé de côté, qu'on a évité, qu'on n'a pas étudié, qu'on n'a pas vraiment réalisé. Je crois qu'on paye une immense étourderie intellectuelle et une immense facilité intellectuelle, voilà, aujourd'hui. Et justement, le fait que l'écologie soit tellement au centre de toutes les discussions, de toutes les conversations, est-ce que vous pensez que ça va influer sur votre enseignement ou votre pratique par rapport aux matériaux, par rapport à la question du recyclage, par rapport à la question des déchets, par rapport à tout ce qui touche le recyclage, puisque les designers produisent quand même de la matière ou ils l'utilisent, c'est quelque chose auquel ils sont confrontés tous les jours. Alors, moi, j'ai une activité hyper durable parce que je produis rien. Je dessine avec des crayons, de la peinture, bon. Et je produis rien, enfin une collection de 6 vases tous les 2 ans qui sont faits par des artisans à la main, donc j'ai pas du tout l'impression d'avoir une empreinte carbone insolente. Je suis très engagée dans l'écologie sur un territoire tout petit qui est celui de mon village où il y a 150-200 habitants. Je suis absolument convaincue que l'écologie, c'est vraiment une attitude quotidienne de tous. Vous voyez qu'on met tous des masques. Bon, il faut que maintenant, du matin jusqu'au soir, on ait une attitude écologique. Et puis, à mes étudiants, je leur dis de dire non. Je leur dis que avancer, c'est aussi dire non quand on pense que ce qu'on va faire
peut être dangereux ou inutile, ou va servir en tout cas des intérêts qui ne sont pas collectifs. Vous avez appris à dire non ? Malheureusement, le jour où je suis née, j'ai commencé comme ça. Hein. Vous avez vu, j'avais 18 ans, moi, avec Memphis, donc je suis mal barrée depuis le début. Mais je me souviens que quand j'étais gosse, en Corse, on allait à la plage la journée, et on revenait en voiture, on mangeait des gâteaux, et on jetait les emballages en plastique par la fenêtre. Je me souviens de ce geste que l'on faisait. Aujourd'hui, j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants, mais ça ne leur viendrait même pas à l'idée de faire ça. Moi, j'ai pas un enseignement. J'enseigne le dessin, j'enseigne les arts plastiques, la recherche singulière de chacun. Je suis intéressée par chaque étudiant. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de leur dire vous devez avoir des idées en tant que futur créateur, et ces idées-là, elles sont non négociables. C'est ça, apprendre à dire non. Et à partir du moment où c'est non négociable, c'est non négociable. Et puis, c'est quand même une preuve un peu vivante que c'est possible de ne pas négocier. Avoir 18 ans au moment de Memphis, comment vous vous êtes retrouvée à cet endroit-là, à ce moment-là, et à quoi ça ressemblait ? Moi, je me suis retrouvée étudiante à l'école d'architecture de Florence, en Toscane, parce que c'était mon plan B. J'avais demandé une bourse d'études pour aller au Japon. Et le plan B, c'était d'aller en Italie. Donc au Japon, être une jeune fille, partir seule, c'était juste pas possible. On m'a dit non. Donc je me suis retrouvée à Florence. Et à Florence en les années 76-77. Donc ça veut dire le moment de la fin des années de plomb, des brigades rouges, tout est fermé, l'université est en grève, totalement fermée. Donc ça veut dire une ville entièrement morte, pas très longtemps après les inondations. C'est une ville exsangue, sombre, avec une sorte de couvre-feu en permanence. Moi, j'avais une bourse d'études du ministère des Affaires étrangères italien, donc ça correspondait à peu près à 15 € par mois aujourd'hui. Et avec ça, il fallait que je fasse quelque chose. Donc je passais mes journées dans les cafés en disant « Mais est-ce que vous n'auriez pas vu un professeur d'architecture quelque part ?» Et je demandais ça à tout le monde. Et en plus, je ne parlais pas italien, je parlais espagnol. Alors c'était compliqué parce qu'il y avait beaucoup d'Argentins à Florence à l'époque. Et à la fin, on m'a dit, oui, il y a un professeur qui donne cours dans une cave le dimanche matin, mais si tu veux t'asseoir, il faut que tu amènes un siège, un tabouret. Et je suis arrivée dans cette cave complètement enfumée. C'était là que Adolfo Natalini, qui est décédé cette année, donnait une conférence, qu'il appelait l'objet et l'anthropologie, ou l'anthropologie de l'objet. Et puis, et voilà. Donc j'étais absolument... Alors je comprenais l'italien parce que je comprenais le corse et l'espagnol, mais je ne pouvais pas parler encore, mais j'ai cherché dans le dictionnaire comment on disait bouleversant, on dit sconvolgente, et alors je suis allée en lui montrant ma page, je dis sconvolgente. Et alors il m'a demandé ce que je faisais à Florence, et je lui ai dit que je le cherchais, et du coup j'ai commencé à aller dans son bureau, comme gratte-papier, sauf que c'était l'agence principale à Florence du design et de l'architecture radicale. Et donc c'est pour ça que je vous dis que j'ai tout commencé à l'envers. Mes premières études ont été au sein de l'avant-garde. Mais c'est pas cette avant-garde-là qui était celle de Memphis. Ça, c'était l'avant-garde radicale, qui était déjà installée depuis la fin des années 60, et internationale en plus. Et puis après... j'ai été invitée à la Triennale de Milan de 77. D'ailleurs, je suis très fière de pouvoir dire que Beaubourg, jamais trop tard, a commencé à acheter la pièce que j'avais montrée à la Triennale de Milan. Enfin, que la moitié, parce que l'autre moitié, ma mère l'a jetée. Et puis là-bas, j'ai rencontré Sottsass. Et il m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire ? Parce que j'ai construit une maison avec une chaise, etc. Et je dis, j'aimerais bien venir travailler avec vous. Et
Et il m'a répondu se hai le palle puoi venire. Je traduirai pas. Et du coup, vous l'avez suivi? J'ai pas suivi parce que j'étais malheureusement encore à l'école d'architecture. Tout au début d'ailleurs, c'était un peu compliqué. Donc je suis revenue continuer mes études ici à Paris. Et puis j'allais par intermittence à Milan. Et ensuite j'ai fait partie de ces gens qui faisaient 1000 métiers pour pouvoir s'offrir le luxe de rester, parce qu'on travaillait même pas beaucoup, dans la cave de Sottsass. Et le regarder passer, écouter un peu ce qu'il disait. Et c'est là que Memphis a commencé. Voilà. Est-ce que vous avez souvenir de cette fameuse première soirée dans laquelle le mot Memphis a émergé, oui, qui était il y a 40 ans pile, il y a quelques jours, je crois? Je ne me souviens pas de la date exacte, enfin tout ça, tout le monde l'a écrit, et comme c'est écrit, c'est comme ça que ça s'est passé, absolument. On se souvient du début, parce qu'après on était un peu sourds, mais oui, c'est exactement comme ça que ça s'est passé. C'est-à-dire une poignée de jeunes designers réunis par Sottsass, qui lui était déjà un designer bien établi, qui avait travaillé notamment pour Olivetti, etc. Et qui vous a choisi en quelque sorte pour participer à ce mouvement qu'il voulait lancer après l'échec d'Alchimia? Non, ça c'est pas une question de... Alors, d'abord, les jeunes designers, moi j'étais là, enfin je suis la plus jeune. Ensuite, en tout cas ce soir-là, il y avait Michele Delou qui a 10 ans de plus que moi, Branzi qui a 10 ans de plus que Michele, et Mendini qui a 10 ans de plus que Branzi, et Sottsass qui a 10 ans de plus que Mendini. Donc ça faisait pas beaucoup de jeunes designers à ce moment-là. Plus le groupe des assistants de Sottsass, qui ont donné ensuite la naissance à la Sottsass Associat et qui travaillaient avec lui. Moi, j'étais dans ce groupe-là des plus jeunes parce que j'étais aussi dans l'agence de Sottsass. Mais il n'y avait pas grand-chose à faire, donc en fait, on était plutôt une bande de joyeux lurons. Et on se retrouvait chez Ettore et Barbara dans un appartement qui devait faire 15 mètres carrés. Et ce qu'il faut dire, c'est que, et ça c'est important, c'est que moi j'ai commencé à dessiner très jeune, et cette période-là de mes voyages en Italie, plus mes retours à l'école d'architecture, était une sorte de production de dessin ininterrompue. Et donc Sottsass ne nous a pas choisis, Sottsass nous a regardés et s'est rendu compte que nous dessinions tous. En fait, le dessin, là vous avez mes cahiers noirs qui sont les cahiers de ces 40 dernières années, ces dessins-là, ça nous servait un peu, je pense, c'était notre téléphone portable, quoi. C'est-à-dire qu'on dessinait, on croquait des choses, et moi, je dessinais toujours des lampes. Je sais pas pourquoi, je dessinais toujours, ou des lampes ou des trucs avec des ampoules. Donc, ça, c'est venu me voir, avant que je ne travaille chez lui, à Paris. J'habitais un tout petit studio. Il est venu me voir, et c'est là qu'il a ouvert mes premiers cahiers, et il a vu la lampe super dessinée dedans. Mais Memphis n'existait pas à ce moment-là. Et à ce moment-là, il m'a dit mais c'est génial, cette lampe. Et donc, j'ai arraché la page, je lui ai donné. J'ai dit si c'est toi qui l'as fait, ça aura peut-être plus de chances d'exister que si c'est moi. Voilà. Voilà. Donc, c'est pas une question de lui, ce qu'il a choisi. On en a parlé avec Michele Delucchi, c'était sur France Culture à l'occasion du décès de Ettore. Et où je lui posais la question, je lui ai dit mais au fond, pourquoi nous ? Pourquoi et Michele a eu raison. Il a dit Sottsass avait besoin de notre énergie libre. Ce qu'il a choisi, c'est notre liberté. Et il s'en est absolument abreuvé. Parce que lui était libre depuis très très longtemps, mais il était libre juste avant Memphis. Bon, il y a eu un peu Alchimia, mais avant Memphis, il était encore dans une production hyper conceptuelle et hyper radicale. Donc, voilà un peu comment ça s'est passé. Après, il y a autre chose, c'est que ce tout petit groupe de gens à Milan, on était tout le temps ensemble. On passait les week-ends ensemble, on mangeait ensemble, manger dans une pizzeria dans les années, début des années 80, ça coûtait rien.
Donc, on se retrouvait après dîner. On était dans une conversation ininterrompue. On rigolait beaucoup. Et Sottsass nous a guidés, bien sûr. Mais jamais il nous a expliqué ce que l'on devait faire. Et je crois qu'il s'est beaucoup nourri de tout ce que l'on avait de neuf. La gaieté, l'énergie, l'impatience. Je pense aussi beaucoup l'inculture. L'exubérance, puis c'était pas que nous, c'est-à-dire que c'était les années 80, c'était la mode, c'était la couleur, enfin, tout était juste pour Memphis autour de nous, sauf dans l'industrie. Donc nous on l'a fait, c'est tout. Il y a eu une exposition assez incroyable à Linz, en Autriche. Ouais. Et Michael Ledelucchi et moi, nous avions un Ford Transit bleu pâle. Et on a décidé d'emmener tout le monde. On a emmené tout le design italien dans notre rue. Il y avait pas que Memphis, Castiglione, Sottsass, Grigotti, Branzi, enfin tout le monde était là. Et on s'est dit que si on avait eu un accident de voiture, il n'y aurait plus de design en Italie, enfin avant moins de 30 ans. Et on est allé voir une immense exposition où il y avait des trucs très improbables comme les fusées de la NASA, enfin des tas de choses. Et comme c'était en Autriche, il y avait Hollein qui était là-bas. Et il y avait une exposition, la première exposition de Sottsass, de meubles, on va dire, pré-Memphis, avec du stratifié plastique, celui-ci. Et après, Hans était un compagnon de route. Faut pas oublier que pendant la période radicale, les Autrichiens étaient très présents. Walter Pichler, par exemple. Et donc, ce groupe viennois, Sottsass, qui est quand même né à Innsbruck, il est né dans quelque chose qui a été à un moment donné l'Autriche, avait une forte atavisme quand même. Plutôt du côté de Thomas Bernhard, je dirais, que des autres. Mais le petit groupe des penseurs était très proche de lui. Donc Hans Hollein faisait des choses intéressantes, mais il avait aussi une parole très très intéressante à l'époque. Puis quand il nous a dessiné son espèce de beauty machin meuble, tellement postmoderne, tellement postmoderne, ce qu'on n'a jamais été, avec toutes ces références aux bâtiments classiques, lourds. Il voulait pas mettre de stratifié plastique, il voulait mettre de la loupe d'orme avec des dorures, enfin bon. Et il y est dans la première exposition. On l'a regardé et puis nous on s'est dit alors on va pas faire ça quand même. Bon, voilà, il lui a pas demandé de faire un meuble la deuxième année, voilà. C'est tout. Et les Japonais se sont retrouvés comment dans cette aventure ? C'était Alors Masanori, je crois, Umeda, lui, c'est un personnage extraordinaire. Il a écrit à Sottsass qu'il voulait venir travailler pour Olivetti depuis le Japon. Et Sottsass lui a répondu un telex, va bene. Et puis, il a oublié Umeda. Et 4 mois plus tard, Umeda est arrivé parce qu'il est venu en bateau de Tokyo. Donc, quand il est arrivé en bateau, Sottsass lui a dit de rester. Et puis voilà. Et après, Ettore était très ami nous étions d'ailleurs très amis avec une dame qui s'appelait Marisa Lombardi et qui avait les premières boutiques de mode. C'est elle qui a fait venir Yoshi Yamamoto, Issey Miyake bien sûr, avant à Milan. Et donc nous avions des relations et des croisements très proches et très éclectiques. Ça passait de Fiorucci, qui était au fond Memphis avant tout le monde, surtout quand il a fait peindre sa boutique toute une nuit par Keith Haring, et que le lendemain tout a été repeint par-dessus, et Miyake. Voilà comment les Japonais sont arrivés. Et Peter Shai, lui, il travaillait déjà sur la déconstruction des objets avec énormément de gaieté, et nous l'avions rencontré à Los Angeles quand on allait là-bas. Et on adorait. Après, il y avait d'autres personnes issues de la bande dessinée, Mariscal, par exemple, Massimo Yosagini, un peu à la fin, enfin, des gens comme ça. Cette idée que l'énergie pouvait arriver de partout.
pas simplement justement des architectes et du design. Et puis en plus, il n'y avait pas d'école de design, donc il fallait bien que ça arrive d'ailleurs. Heureusement qu'il n'y avait pas d'école de design. Et aujourd'hui, ça existe toujours. Donc, il y a toujours une entreprise qui s'appelle Memphis Milano. Alors oui, il y a une entreprise qui s'appelle Memphis qui produit depuis toujours les mêmes pièces. Et nous avons eu un gentleman agreement. Je ne sais pas pourquoi ça n'existe pas au féminin. Et où nous avons échangé nos paroles. Et nous avons dit aux jeunes entrepreneurs qui avaient racheté la marque Memphis, qui n'était pas une marque, qui pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient, mais ils n'avaient pas le droit, sous le nom de Memphis, de produire des collections d'autres designers. Alors de fait, il a peu fait parce qu'il avait une galerie qui s'appelait Design Gallery et qui produisait des œuvres et des pièces d'autres designers, mais il n'a jamais appelé ça Memphis. Et nous devions nous engager à ne jamais faire faire de groupe, nous tous, ensemble, quelques groupes d'avant-garde ou simplement une agence, quelle qu'elle soit. Et on s'en est tenu là. Et finalement, après toutes ces années, lui, il a tenu bon. Il a continué à vendre les pièces de Memphis. Il ressort des pièces qui n'avaient plus été fabriquées, il les fait. Et puis c'est vrai, avec cette espèce de mode là de Memphis en ce moment, tant mieux pour lui, et puis pour nous aussi d'ailleurs, parce qu'on a quand même des contrats de royalty. Et il nous a toujours... On a toujours parlé de lui un peu comme on parle d'un enfant... comme ma grand-mère corse, quand elle voyait un enfant, elle disait le pauvre. Et nous, on le regardait un peu comme ça, en disant, mais il comprend rien de ce qu'il a dans les mains. Et en fait, c'est lui qui nous survivra, parce qu'il est plus jeune. Mais il a toujours tenu cette Memphis dans les mains. Et il continue. C'est incroyable, incroyable. Depuis quelle année à peu près? En quelle année il a racheté du coup À la fin, à peu près la dernière exposition. Fin des années 80. Donc, ouais. Ça représente un catalogue de combien de pièces à peu près? Alors, en catalogue, je ne sais pas ce qu'il y a comme pièces à la vente aujourd'hui. En fait, toutes les pièces Memphis sont vendables en tous les cas. Mais je crois que chaque exposition, il y avait entre 70 et 100 pièces, tout confondu, les objets. Donc vous imaginez, sur 7 ans, ça fait énormément de choses. Alors après, on fait des petits trucs. J'ai fait la collection de la Super en série limitée, que j'appelle la Superrari, ça veut dire la Super Ferrari, parce que c'est rouge Ferrari. Et donc, on l'a numéroté de 0 à 99. Moi, j'ai eu le 0. Et puis, on a montré ça en une soirée avec 99 qui étaient là. Donc, évidemment, on les a tous vendus. Après, l'autre, là, la vieille bleue, elle continue à rouler. Mais enfin, c'est la diesel du groupe, elle-même. Elle ira plus loin, plus longtemps. Bon, moi, vous savez, il y a beaucoup de gens le prototype est au Victorian Albert Museum, donc je reçois 10 emails par semaine me demandant les photos de cette super, l'objet iconique de Memphis. Faut quand même pas rigoler, hein. Si c'est l'objet iconique, c'est parce que c'est la pièce la moins chère de la collection. À l'époque de Memphis, comme j'étais la plus petite, j'étais l'archiviste. Et donc, je prenais des notes, je relevais tout ce qui était dit pendant les congrès de Memphis, les réunions, chez Sotsas, etc. Et donc, il y a ce texte-là qui est là-dedans, qui est court, hein, mais dans lequel, finalement, je raconte un peu les échanges que l'on avait, et qui est un peu qui est la transcription du dialogue que nous avions à l'époque. Memphis Lallio, 1982. Donc c'est juste après la première Memphis, et on se réunissait dans un endroit où on nous prêtait des lieux, il y avait un hôtel, un restaurant, et on essayait de réfléchir. Et donc il y avait tous ces jeunes groupes de Memphis, comme vous l'avez appelé tout à l'heure, et puis il y avait les gens qui fabriquaient le marbre, ceux qui fabriquaient les tissus, qui étaient tous des amis, etc. Et moi je me sentais comme l'étudiante que j'étais encore, prenant des notes, avec le sentiment sourd que ce qui se disaient
pendant ces 3 journées, c'était important, c'était fondamental, c'était nouveau, c'était révolutionnaire. Le succès des 2 premières expositions à Milan et à New York avait été foudroyant. Il avait généré des centaines de publications dans la presse, italienne et internationale. Nous étions des rockstars, on nous avait donné les clés de la ville de Memphis. Et moi je notais, je soulignais de rouge consciencieusement comme une petite dactylo. C'était l'automne 82, juste après la 2e exposition Memphis. Nous nous sommes réunis là pour faire un constat de cette grande catastrophe culturelle dont nous étions les fautifs et pour essayer de comprendre comment continuer ou pas. Nous avons franchi un pas exceptionnel, disions-nous. C'est la cristallisation d'un instant révolutionnaire. Nous avons été pris très au sérieux. Mais dès le début de cette rencontre, nous affirmions: nous ne sortirons pas de cette convention avec des règles. Y a-t-il une idéologie Memphis ? Par bonheur, non, il n'y en a pas. Nous n'avons rien à communiquer aux journalistes. Chaque fois que nous dessinons, c'est une première fois. Nous inventons toujours, nous prenons tous les risques. Les questions étaient très pragmatiques. Comment allons-nous élargir le groupe des designers ? Qui on va choisir ? Est-ce qu'on va choisir des artistes ? Est-ce qu'on va éliminer Michael Graves et Hans Hollein, qui sont quand même terriblement ringards et postmodernes ? Nous devions définir toutes sortes d'activités tout en gardant à Memphis son rôle d'agitateur culturel. Nous devons casser les pieds, rompere les palle. Memphis pourrait devenir une agence de projet. Chaque typologie de meubles et d'objets pourrait être produite par des entreprises différentes, des luminaires, du verre, du marbre, etc., etc. Memphis est au service des designers et l'industrie est au service de Memphis. Ernesto Gismondi, notre principal actionnaire et aussi président de la société Artemide, n'est jamais venu voir ce que nous dessinions. Et quand il est venu pour nous dire et nous demander de dessiner plus petit parce que ça lui coûtait trop cher de fabriquer des caisses, eh bien on a arrêté Memphis. Michael Delucchi a dit à un moment donné: c'est un moment délicat car la révolution est passée. Memphis se plasmatise. Nous nous trouvons comme à la croisée d'un style de meuble, Liberty, et d'un mouvement d'avant-garde, le cubisme. Les autres, qui ne sont toujours pas sortis du conceptualisme, travaillent sur des statements. Memphis, c'est la fin du conceptualisme. Ettore Sottsass a dit: c'est un manifeste. Ce que Michael évoque, c'est un certain destin des choses qui advient en dehors de l'histoire, comme s'il n'y avait rien eu avant. Peut-on discuter de cette notion d'intuition ? Memphis est-elle arrivée comme ça ? Nous n'avons peut-être pas besoin de nous définir. Et c'est peut-être là la véritable et la seule déclaration. Vous avez gardé de cet héritage Memphis une vraie identité dans la continuité de votre travail. Ça n'a pas juste été un moment, une révolution, ça a été quelque chose qui a continué de vous nourrir. Alors, il y a 2 choses. L'avant-garde, on n'en fait pas un projet. On ne se réveille pas le matin en disant on va être d'avant-garde. C'est après que les autres nous disent qu'on était profondément un groupe d'avant-garde. D'avant-garde, on ne reste pas toute sa vie. Donc l'avant-garde, c'est terminé. Et quand c'est terminé, je pense que c'est même pas à la fin de Memphis. Je crois que la véritable position radicale et singulière de Memphis et nouvelle, s'est terminée à la 3e exposition, sans doute, a commencé à mourir à ce moment-là. Après, ce que moi j'ai gardé toute ma vie, c'est ce besoin vital de toujours faire quelque chose de nouveau. Mais pas dans le sens, je vais faire un truc, je sais pas comment vous expliquer. Je suis pas intéressée à faire des choses que les autres n'ont pas faites, c'est pas ça mon propos. Je suis intéressée à faire quelque chose qui ouvre des champs d'investigation qui soient nouveaux. Et de fait, j'ai beaucoup de problèmes. Je crois que j'aurai ce problème-là toute ma vie. C'est-à-dire que, par exemple, je n'ai pas de galerie. Oui, j'ai un galeriste ami à Bruxelles qui a exposé, acheté beaucoup mes vases. Mais on ne sait pas très bien où me mettre. Quand j'ai exposé au CAPC dans la Grande Nef, quand Jean-B. Froment m'a invité, j'ai quand même construit 4 maisons. Il ne savait pas trop. L'exposition s'appelait Architecture au pluriel. Alors en haut, il y avait tous les artistes. En bas, il y avait moi. Et il ne savait pas où me mettre. Est-ce qu'on me mettait dans l'architecture, chez les artistes ? On
Parce que moi, j'y comprenais rien. En haut, il y avait des artistes, j'avais besoin de cales pour mettre mes pots de fleurs. Je suis allée chercher les briques d'une artiste là-haut dans sa sculpture. Enfin bon, j'étais totalement désinhibée par cette espèce de sanctuaire de l'art que j'ai appris à connaître très tard d'ailleurs. Hein. Un peu au moment où j'ai commencé à enseigner les arts plastiques, je veux dire. En tout cas, à le regarder mieux. Mais ce que j'ai gardé, c'est cette sorte de volonté de me poser toujours la question, alors est-ce que là, peut-être je peux changer un peu ce bleu? Si je mets un tout petit peu de jaune dedans, ce ne sera pas le même bleu. Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est de faire ça. Et du coup, je ne suis pas vraiment un designer, je ne suis pas vraiment une artiste, je ne suis pas vraiment une architecte, je ne suis pas vraiment un prof. En fait, je ne suis pas vraiment rien, quoi. Oui, mais vous avez quand même tenu à terminer les études d'architecture. Oh, ça, c'est parce que j'étais menacée par mon père. Et en fait, je les ai négociés. J'ai d'abord trouvé un professeur d'architecture dont je me souviens même pas le nom, qui était isolé, je sais pas où, dans la montagne. Et on n'avait pas de téléphone à l'époque, donc je l'ai jamais vu. Et après, j'ai demandé à Jean Nouvel, parce que pour gagner ma vie à Milan, j'étais correspondante de la revue Architecture d'intérieur créée. J'écrivais des articles sur le design et sur l'industrie. Je traduisais aussi les articles de Domus de l'italien au français, jusqu'à ce que quelqu'un écrive à Domus de pendre la traductrice. Et parce que c'était des traductions affreuses. et donc j'interviewais Jean Nouvel, et puis mais c'était l'époque de la rue Lacuée. Même pas. C'était 79. Et à ce moment-là, je lui ai demandé s'il voulait bien être mon directeur de diplôme. Et c'est comme ça que j'ai eu mon diplôme. Voilà. J'ai échangé les unités de valeur de physique-chimie contre une caisse de pinard, et puis je m'en suis tirée là. Et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup appris dans l'architecture après. En la faisant un petit peu. Et puis un père ingénieur, donc quand même une sorte d'atavisme sur comment les choses marchent, se construisent. Et puis là aussi, il y a une forme d'écriture possible, un langage possible. Donc voilà. Mais pour revenir à ce que Memphis m'a laissé, lorsque j'ai fait l'exposition Chita au Musée des Arts Décoratifs, et donc d'objets en marbre blanc, donc pas de couleur, Michele De Lucchi, dans l'interview qu'il a accepté de donner pour le film sur l'exposition, a dit cette chose à laquelle je n'avais pas pensé. Il a dit, Martine, en fait, va toujours fabriquer des prototypes. Et ce qu'on aimerait, c'est que l'industrie se saisisse de ces prototypes pour pouvoir en faire quelque chose. Et moi, je suis assez d'accord, parce que c'était ça ce que nous disions à l'époque de Memphis. Nous disions, pour la première fois, le designer allait dire à l'industrie ce qu'ils doivent faire. Enfin, on y a cru, en tout cas. C'est peut-être ça aussi le message qui resterait pertinent 40 ans plus tard, de laisser un peu les designers dicter plus à l'industrie ce qu'ils doivent faire? Non, je pense que le message est totalement obsolète, parce que ça n'arrive jamais. Le designer n'a absolument pas ce pouvoir, sauf s'il est lui-même le chef d'entreprise, comme Ford était le chef de sa propre entreprise. Mais c'est pour ça que j'ai cessé définitivement de travailler pour l'industrie il y a une vingtaine d'années. C'est que l'industrie a une emprise sur nous qui est extraordinaire. On a l'impression d'avoir ce pouvoir-là. Mais on ne l'a pas. Le pouvoir, c'est l'économie, c'est le marketing, c'est tout ce que l'on nous explique que les gens doivent acheter pour que ça marche. Quand j'ai dessiné les robinets, les mitigeurs pour Jacob de Lafont, en 1980, 81, 82 peut-être, la société Jacob de Lafont les a exposés à Batimat. Moi, j'étais très contente, donc je suis venue. Et je leur ai dit, mais pourquoi vous n'avez pas écrit que c'était moi qui les avais dessinés? Et ils m'ont répondu, parce que nous ne voulons pas parasiter ce projet. C'était leur mot. Et c'est là que nous, on avait quelque part une bataille à faire. Mais pas une bataille pour que nos noms existent,
Malheureusement, ils ont compris que c'était très intéressant s'il y avait des noms qui étaient accolés au design. Donc encore une fois, ils nous ont devancés dans nos égos à tous, et ils nous ont eus. Ils nous ont vraiment eus. Donc voilà, ma seule résistance possible, elle est claire. Je décide pas par l'industrie. Est-ce que vous pensez qu'il y a aujourd'hui, de la même façon que Memphis a brisé des codes qui étaient établis, qui engonçaient un petit peu les designers dans une posture, quels seraient les codes aujourd'hui qu'il faudrait transgresser pour permettre aux designers même si pas de reprendre le contrôle, mais reprendre de la liberté peut-être? Je crois que d'abord, ce qu'il faut, c'est avoir une liberté de parole. Je suis désolée, mais on a l'impression quand même que tout ce que l'on voit dans les magazines de design, c'est tout pareil. Il n'y a pas beaucoup de magazines de design chez moi, il n'y en a vraiment pas du tout. Il y aura les deux vôtres. Mais, et tout ça, ça fait une espèce ça alimente les écoles de design, ça alimente les concours de design, ça alimente les formats des projets de design, ça alimente la compétition entre les designers. Donc, et cet isolement combatif dans lequel la société et l'industrie nous a tous mis, pour fabriquer une forme de compétition, elle a simplement déplacé le problème là où il fallait pas le déplacer. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est prendre la parole, c'est dire à quoi on pense, qu'est-ce qu'on a envie de faire, comment se sentir utile avec très peu de choses, et pas essayer de faire mieux que les autres. Vous construisez 10 stades de foot, et vous mettez un joueur sur chaque stade de foot. Il n'y a pas de partie, il n'y a rien qui se passe. Donc, ce qu'il faut, à mon avis, c'est changer le nombre de joueurs de foot et mettre 100 personnes de chaque côté et voir ce qui se passe. Et moi, j'ai 70 étudiants en dessin. Il n'y en a pas un pareil. Et l'année dernière, quand on pouvait encore faire des choses ensemble, on a fait 3 fresques. 3 fresques de 6 mètres de long, 35 étudiants par fresque. Et on a mis 4 semaines pour les élaborer. Et ça, je trouve que c'est absolument incroyable. Et ça existait à l'époque de Memphis. C'est-à-dire qu'on pouvait se hurler dessus, un peu la commedia dell'arte. Mais on était vraiment des groupes. On était nombreux, très peu en même temps, mais on était extrêmement solidaires. Et on n'était pas seuls les designers dans un coin, on était avec les industriels, avec les amis, avec les producteurs, avec les artisans, avec les copines de nos copains. Enfin, on était une espèce de groupe de magma qui était réunis uniquement parce qu'on réfléchissait ensemble à des choses. C'est cette notion de collectif, en fait, qui manque peut-être aujourd'hui. Le design est-il allé vers trop d'individualité? De toutes les façons, tout vers... là, rue de Rivoli, il n'y a pas longtemps, il y avait une pub pour des jeans avec des fesses d'une jolie fille de 7 mètres de haut. Il y avait écrit « Si vous ne portez pas ce jean, vous n'êtes personne ». Donc cette identité de chacun, elle est dictée. Il y a une espèce de diktat effroyable là-dessus. C'est de ça dont il faut réfléchir. Mais à mon avis, il faut quand même réfléchir avant de faire des choses. Je ne suis pas vraiment certaine. Bon, ça va pas plaire de dire ça, mais aujourd'hui, moi, je suis pas vraiment happée par un débat. Je suis plutôt happée par des slogans, mais les slogans, c'est pas des débats. Et si vous aviez 20 ans aujourd'hui et que vous commenciez? Je vais vous dire quelque chose. J'ai 20 ans. C'est tout. C'est une bonne conclusion, je trouve. Effectivement.